Merci à nos partenaires Hardy Normand et Associés, Gourou, Deloitte et Demerson Bois. Bon, mais bonjour. Aujourd'hui, au podcast des Bas Bruns, on reçoit Pierre-Jean Élie, qui est gestionnaire de portefeuille. Ça va bien, Pierre-Jean? Oui, très bien. Et toi? Oui, merci. Dans le fond, Pierre-Jean, est-ce que tu peux nous raconter un peu, c'est quoi ton rôle en tant que gestionnaire de portefeuille? Ben moi, en fait, à titre de gestionnaire de portefeuille, je m'occupe d'aider les gens à gérer leur capital dans le but d'atteindre leurs objectifs. Donc, l'objectif principal, c'est évidemment la retraite, parce que le concept d'épargner, c'est de dire, ben, je gagne un montant X d'argent cette année, j'en ai besoin de telle proportion et le reste, je le garde pour plus tard, pour mes vieux jours. Puis ce qui arrive, évidemment, c'est que, bon, les choses sont assez complexes, les marchés sont pas évidents. Depuis je dirais, dans les 20 dernières années, il y a eu des crises là, à tout moment, puis il a fallu traverser tout ça. Donc, pour beaucoup de gens, c'est difficile de gérer eux-mêmes leur placement tout en s'occupant de leur famille, progresser dans leur carrière, etc. Donc, c'est intéressant aussi dans un sens particulier au Québec, parce que quand on regarde la tradition au Québec, si on recule une ou deux générations en arrière, nos ancêtres ou nos parents, nos grands-parents, eux avaient très rarement du capital à investir. Ils n'ont pas eu à s'acclimater à ça, puis ils n'ont pas, c'est pas dans nos traditions. Par contre, en Suisse, ben, les banquiers suisses, il y en a qui sont banquiers de génération en génération depuis, je sais pas moi, 10-15 générations. C'est pas tout à fait le cas chez nous. Donc, il y a tout un travail d'apprentissage qu'on doit faire auprès des clients pour qu'ils apprennent à apprivoiser le marché. Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut, à défaut de les rendre insensibles aux fluctuations, il faut les désensibiliser au marché boursier. Parce que s'ils n'acceptent pas ça, ben, qu'est-ce qu'on peut faire comme placement? Ben, c'est acheter des obligations. Puis maintenant, plus que jamais, acheter des obligations, ça veut dire se contenter de très peu de rendement. Aujourd'hui, là, c'est 1,5 % de rendement avec des obligations, puis c'est si on va dans du 10 ans à peu près. Donc, c'est pas avec ça qu'on peut s'enrichir. Non, vraiment pas. Mais comme tu disais, il faut... si les Québécois n'est pas habitués à ça nécessairement, est-ce que tu penses que c'est surtout le côté émotionnel un peu qui embarque, qui a de la misère à gérer avec ça, ou c'est peut-être un peu aussi un manque de connaissances par rapport au marché financier, mettons, qui empêche les gens d'investir plus là-dedans? Bon. Écoute, ben, tu touches à un bon point quand tu parles de la question de l'émotion, parce que ça joue énormément dans le processus décisionnel, beaucoup plus qu'on le pense. Puis, ce qui est intéressant, là, c'est que les études ont mis ça en évidence là, à plusieurs reprises, c'est que les gens, en moyenne, achètent les actions à leur sommet, puis les vendent à eux. Et ça, quand on entend ça, ça n'a fait aucun sens. Mais de facto, c'est ça qui arrive dans bien des cas. Parce que les gens, comme s'ils avaient peur de rater le train qui passe, donc ils sont prêts à acheter des actions à des niveaux très, très élevés. Par exemple, des gens qui auraient peur de passer à côté du train Amazon ou Apple, donc ils sont prêts à payer dans des actions très chères. Puis en parallèle de ça, ils ont peur de sombrer avec le bateau quand les choses vont mal. On parlait de l'aspect émotif. Il y a toute une... Il y a des chercheurs qui ont gagné un prix Nobel en économie il y a quelques années. Et ça a amené, c'est pas d'hier le concept, mais depuis 10-15 ans, les gens sont de plus en plus sensibles à cet aspect-là, la finance behaviorale. C'est-à-dire être conscient que les gens, en fonction de leur personnalité, ils ont des biais cognitifs. Donc, ils ne vont pas évaluer de manière tout à fait rationnelle et objective une situation par rapport dans le choix d'un placement. Puis, c'est important d'avoir conscience de ces aspects-là pour vraiment
s'assurer que les décisions sont les plus optimales possibles. Puis évidemment, quand on parle d'émotion puis d'irrationalité, ça vient souvent chez les gens qui ont moins d'expérience, qui ont plus peur, puis qui ont besoin davantage d'accompagnement. Puis, bon, ce que je te disais tantôt à propos des Québécois en général, mais ça, c'est un fait. Si on retourne 3 générations en arrière, il y avait beaucoup moins de Québécois qui avaient du capital, il y avait de la misère à arriver avec les revenus qu'ils gagnaient. Mais pour qu'un client soit mis en confiance, bien, premièrement avec son conseiller en placement, mais aussi par rapport au marché, il faut qu'il y ait un minimum de compréhension de ce que c'est une action, ce que c'est une obligation, comment diversifier un portefeuille, comment différents types de compagnies vont réagir différemment à des nouvelles qui sortent. Et par exemple, récemment, il y a Pfizer, qui est là où une des plus grandes compagnies pharmaceutiques au monde, qui a annoncé qu'elle avait un vaccin qui était efficace à 90 Bien, ça, évidemment, ça fait réagir le marché, mais ça fait réagir des compagnies de manière même opposée. Zoom, par exemple, voyant que les gens seraient peut-être moins confinés à la maison, c'était une moins bonne nouvelle. Mais dans le domaine des lignes aériennes, qui vivent une année particulièrement difficile, ça a été perçu comme quelque chose de très positif. Et même Pfizer, la compagnie pharmaceutique en tant que telle, suite à l'annonce, elle n'a pas quadruplé à la bourse. Parce que, pour différentes raisons, ils ne pourraient pas vendre ce vaccin-là à des prix démesurés. Donc, c'est pour ça que c'est important, d'une part, de mettre en confiance le client, oui, avec son conseiller, mais surtout dans l'optique qui est en confiance de placer son argent à la bourse. Et lui faire comprendre que c'est pas un jeu. Ça a l'air fou à dire, décuplé en 2 ans. Et que si tu tombes sur le bon titre, c'est extraordinaire. Mais ou sinon, ben, il n'y a pas. Alors que les études montrent que tu as tout avantage à diversifier un portefeuille pour justement pas miser trop sur une seule compagnie, puis ne pas être exposé à trop de risques si jamais il arrive un moment, un événement inattendu, comme la COVID. Oui, effectivement. Parce que, mine de rien, la COVID, c'est un bon exemple. Mais tu sais, dans l'esprit des gens, les banques canadiennes, c'est des bons placements. Ça donne des bons dividendes, c'est pas inquiétant. Mais les banques canadiennes, dans la foulée de la COVID, elles ont vu le cours de leurs actions baisser sensiblement pour différentes raisons. Et donc, même si en soi, c'est une bonne compagnie, c'est pas une compagnie dans n'importe laquelle des circonstances. Puis dans les circonstances de la COVID, elles ont été touchées plus durement. Est-ce que tu crois que la situation actuelle va avoir marqué les gens au niveau de leurs finances? Est-ce que tu penses qu'ils vont s'en rappeler? Est-ce que tu penses que ça va affecter un peu comment ils ont tendance à investir ou à épargner aussi? C'est une bonne question parce que, tu sais, moi, je suis sur le terrain. Je suis un gars de terrain. Je parle aux clients, je parle aux gens, je commente le portefeuille, la performance du portefeuille. Puis, tu sais, à ce jour, j'ai beaucoup de mes portefeuilles qui ont des rendements, tu sais, nettement plus hauts que 5 OK. pour une année où il y a la COVID. Et j'ai un travail, tu sais, quand je te disais la peur de rater le train qui passe ou la peur de sombrer avec le bateau, bien, des fois, j'ai l'impression que quand ça va trop bien à la bourse, je dois jouer au rabat-joie. Dire, bien, écoutez, partez pas en peur, là. Bon. Et quand ça va très mal, je dois dire, bien, écoutez, découragez-vous pas. Il y a quand même, on va s'en sortir puis on va passer au travers. Donc, là aussi, on se trouve à composer avec les émotions des clients et des personnes. Mais ce qu'il y a de particulier dans le cas de la COVID, c'est que, les rendements ne sont pas catastrophiques en date du 27 novembre aujourd'hui. Ils ne sont pas catastrophiques en date du 27 novembre.
Mais ce que je dis aux gens, si on s'était parlé au 31 octobre, en général, les portefeuilles avaient un rendement à peu près 4 inférieur à ce qu'il est en date d'hier. Puis ça, c'est pour leur rappeler qu'est-ce qui s'est passé en novembre. Bien, il y a l'élection américaine qui a drôlement d'importance pour nos vies. Et il y a l'annonce des vaccins qui a été faite, puis surtout le fait que ce n'est pas juste une seule compagnie qui a des signes encourageants. Il y en a quelques autres. Donc, on n'est pas... notre sort par rapport au vaccin ne semble pas être exclusivement lié au vaccin que Pfizer, sur lequel Pfizer travaille. Donc, pour te répondre à ta question, plus en détail, les marchés, bon, ils ont atteint leur creux à peu près au 23 mars 2020. Et ça, c'était, dans bien des cas, les portefeuilles, là, entre le 1er janvier puis le 23 mars, ils étaient en baisse d'à peu près, dans certains cas, 10-15 Les marchés en baisse de 35-40 mais dans la mesure où tu as des portefeuilles qui sont équilibrés, ben, tu n'es pas complètement exposé au marché boursier, puis bon, ça mitige les dommages. Mais entre le 23 mars 2020 et le 27 novembre, bien, non seulement ce qui a été perdu a été récupéré, mais on est pas mal dans le positif aussi. Donc, j'ai l'impression que pour l'instant, on n'a pas été à même tout à fait de mesurer l'impact financier de la chose. Parce que au bout du compte, les portefeuilles ont baissé de manière spectaculaire, mais de manière très, presque momentanée ou très courte. Qu'est-ce qui a changé? C'est que les gouvernements ont décidé d'agir de manière spectaculaire pour soutenir l'économie. Qu'est-ce que tu en penses de ces mesures-là, justement? Bien, je pense que c'était bon parce qu'il faut réaliser que surtout au mois d'avril-mars, il y avait plein de personnes qui étaient confinées chez eux et qui ne pouvaient plus travailler du tout, que ce soit les rénovateurs, que ce soit les gens, les restaurateurs, les gens dans les agences de voyage. Moi, j'ai un de mes amis massothérapeute, là, mais qui se spécialise dans des traitements particuliers. Lui, il y avait des patients très malades, mais il ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Tout était bloqué. Donc, que le gouvernement vienne en aide à ces gens-là pour qu'ils puissent payer leur hypothèque, payer leur loyer, payer leur épicerie, ben moi, ça correspond au type de gouvernement que je veux avoir. Mais l'ennui, c'est que, bon, évidemment, il y a eu des excès. Il y a des gens qui ont abusé du système. Puis c'est toujours ça le gros défi quand le gouvernement se mêle de l'économie, plus dans les moments de crise, c'est que ça ne permet pas une affectation optimale du capital. Ou du moins pas aussi bien que quand le marché est libre, puis tout le monde achète ce qu'il veut en fonction de ses besoins, puis qu'il budgète en fonction de lui-même. Quand du jour au lendemain, le gouvernement s'engage à payer 2 000 $ à chaque personne qui n'est pas en mesure de gagner d'argent, ben tout le monde connaît l'histoire de quelqu'un qui aurait pu se passer de la PCU. Puis ça fait quoi? Ça fait en sorte que le gouvernement s'est endetté beaucoup. Oui, effectivement. Puis ça peut représenter des problèmes aussi. Justement, ces temps-ci, on est bombardé d'informations d'un peu partout. Puis, il y en a que, tu sais, on peut voir là, que c'est ça, le gouvernement qui s'est endetté beaucoup. Il y a beaucoup de gens aussi là, qui ont l'air de s'être endettés. Mettons, on regarde les restaurateurs en ce moment qui ont beaucoup de difficultés. Fait que, tu sais, est-ce qu'on peut envisager dans un avenir comme moyen court terme là, beaucoup de faillites ou de cas dans le genre? Bien, écoute, moi, j'habite près du centre-ville de Montréal. Puis c'est une catastrophe. Parce qu'il y a plusieurs tours à bureaux qui sont occupées même pas à 25 %. Puis, au centre-ville, tu as plusieurs commerces, des restaurants sur leur midi, des cafés. L'autre fois, je suis allé chez l'abbé un lundi à 5 h de l'après-midi, en fin de journée. En temps habituel, quand on s'approche fin novembre, début décembre,
il y a plein de gens qui passent par chez l'abbé. D'une part, parce qu'ils se rendent au métro, mais au hasard de ça, ils s'arrêtent. Il y a de l'action. Il n'y avait absolument personne chez l'abbé un lundi à 5 heures. Et il n'y en aura pas beaucoup. C'est pas parce que la mairesse Plante a offert de rendre les parcomètres gratuits que ça va augmenter le taux de fréquentation de manière spectaculaire. Donc, on se ramasse vraiment dans une situation où, oui, il y a énormément d'entrepreneurs parce que, tu sais, avoir un restaurant, c'est une petite entreprise, mais ça demeure une entreprise où tu es comme, tu as acheté la franchise de, je ne sais pas moi, je ne sais pas quelle chaîne de restaurant, mais ça fait de ces gens-là, ceux qui achètent des franchises, c'est des entrepreneurs de la même manière que d'autres grandes corporations. Puis s'il n'y a personne qui vient manger le midi chez eux, surtout si le confinement se prolonge, c'est clair que ça va entraîner des faillites. Les agences de voyage, c'est un autre exemple. Il faut être réaliste. Tout ce qui a un lien avec le tourisme. Puis, il ne faut pas non plus penser que c'est pas notre problème. Oui, ça devient notre problème. S'il y a trop de gens qui ont des difficultés à gagner leur vie, à un moment donné, ça fait moins d'acheteurs potentiels pour le magasin de chaussures à côté, etc. Ça a un effet... c'est comme un cercle. Cascade, oui. Alors, donc, je pense que moralement, on se doit d'être sensible à ce que ces gens-là vivent, mais d'un point de vue purement économique aussi, on a avantage à les aider à traverser la crise. Mais c'est ça qu'on n'a pas tout à fait mesuré l'impact de ça, parce qu'il y a un phénomène qui a joué beaucoup, puis bon, c'est drôle, c'est la question des taux d'intérêt. Oui. Les taux d'intérêt ont baissé énormément. Et puis, ça fait en sorte que, le marché immobilier est déjà très fort depuis plusieurs années. Là-dessus, il faut quand même reconnaître deux choses qui ne sont pas nécessairement des facteurs récurrents. Du moins, la baisse des taux d'intérêt qu'on a connue cette année, on ne peut pas s'attendre à ce que les taux d'intérêt baissent d'autant pour les 5 prochaines années. Ça, c'est sûr. On est proche d'être dans des taux négatifs. Alors, le problème, c'est que, oui, des taux d'intérêt, c'est peut-être l'outil le plus efficace pour maintenir l'économie ou la relancer. Mais s'il y a un autre défi économique à relever, puis que les taux d'intérêt sont déjà très bas, on se trouve à être privé de munitions parce que c'est un des outils les plus efficaces pour soutenir l'économie. Donc, je ne suis pas en train de te dire qu'on va se retrouver en récession épouvantable, mais de là à dire que oui, là, ils ont trouvé le vaccin, puis la bourse en est bien sortie, ça serait vraiment prématuré à mes yeux de crier victoire. Mais justement, on ne peut pas tout de suite crier victoire, mais ce que je me dis, c'est que si on rapporte ça là, au marché actuel, comment ils sont évalués, moi, ce qui me fait peur, personnellement, encore là, l'émotion embarque un peu, c'est que justement, là, les taux d'intérêt sont bas. Oui, les gens peut-être ont, à cause de ça, un plus gros pouvoir d'achat, mais encore là, on entend dire qu'il y a beaucoup de banques là, qui refusent des prêts là, à beaucoup de personnes. Puis justement, il y a beaucoup de gens qui ils ont de la misère ces temps-ci. Les entreprises ont des moins gros résultats quand même, en général, qu'il y aurait eu. Les ratios sont aussi élevés, je crois, que quand la bulle technologique, là, dans les années 2000. Mais, j'écoutais quand même Ray Dalio dire qu'il fallait pas s'inquiéter que ces ratios-là, oui, étaient hauts, mais qu'à cause des taux qui étaient bas, justement, les entreprises y investissaient plus, quoi de même. Fait que c'était pas comme... En tout cas, je ne sais pas trop sûr de ce qu'il disait, mais... Je comprends ce que tu veux dire. On dirait qu'il y a jusqu'à un certain point, il y a une forme de complaisance collective. C'est-à-dire, il y a eu la COVID, mais les marchés se sont pas effondrés. Il y a eu la COVID, mais l'immobilier marche pareil. Uh-huh. Puis, donc,
dans le fond, c'est bon de focaliser sur le positif, mais il faut aussi préparer l'après-COVID s'il va en avoir un après COVID complet. Là. Parce que là, pour l'instant, il y a des vaccins, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir avant qu'on retrouve une certaine normalité. Mm-hmm. Et quand on va être sorti de ce problème-là, est-ce que ça va être possible de retrouver les choses telles qu'elles l'étaient auparavant? Bien, la réponse, c'est non. Puis, en fait, il y a des choses positives qui vont découler de ça. Ne serait-ce que, si je regarde mon cas personnel, moi, je travaille de la maison depuis le mois de mars. Je suis passé au bureau à quelques reprises brièvement, mais je ne peux pas recevoir de clients à la maison. Mais j'ai été en mesure de faire mon travail. Je ne peux pas recevoir de clients au bureau, puis à la maison, bien, c'est délicat pour les mêmes raisons. Mais je suis en mesure de faire mon travail de la maison. Je suis parfaitement équipé pour le faire. Et ça, d'avoir tout ça qui a été développé, puis qui s'est comme peaufiné dans les premiers mois de la pandémie, ça a beaucoup de valeur à mes yeux. Pas le télétravail en tant que tel. Moi, je ne crois pas que c'est la solution à tout à long terme. Moi, j'aime ça travailler avec des gens et échanger, mais d'avoir la capacité de travailler de la maison en cas de catastrophe, ou même à titre de flexibilité, parce que de plus en plus, les employeurs parlent de conciliation travail-famille et tout ça, mais d'être en mesure de travailler de la maison, d'être technologiquement en mesure de le faire et que, d'un point de vue, je dirais, social, ça soit accepté. On n'a pas le choix de l'accepter maintenant, mais ça va être, à mes yeux, des acquis pour le futur. Ben ça, je trouve ça intéressant. Okay. Un autre exemple, les ventes en ligne ont beaucoup augmenté grâce à la COVID. Ça aussi, ce sont des acquis qui vont être gardés pour l'avenir. Canadian Tire, parmi d'autres, c'est une compagnie qui a vraiment vu ses ventes en ligne augmenter de manière sensible. Puis, ils doivent être bien contents d'avoir accompli ça. Puis, c'est sûr que une fois toute la COVID passée, d'après moi, les gens ne vont pas dire, ben là, je ne vais plus en ligne chez Canadian Tire. Il y a des gens qui ont trouvé un avantage à le faire, puis ça va être... Donc, oui, il y a des avantages à ça, mais c'est clair qu'il est vraiment prématuré pour dire, ah ben, la victoire est gagnée. Ouais. C'est certain qu'il y a des gens qui vont se trouver à subir beaucoup plus de dommages que d'autres dans ce contexte-là. Mais justement, les hauts ratios financiers, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète présentement, par exemple? Bien, de tout temps, les hauts ratios ont de quoi inquiéter. Parce que quand on voit, là, tu parles de cours-bénéfices qui sont élevés, là, le cours-bénéfice, là, c'est qu'on allie une notion financière à une notion comptable. En le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on divise la valeur de l'action à la bourse par le bénéfice par action de la compagnie en cause. Puis le bénéfice par action, mes cours de comptabilité sont loin, là, mais ça peut être assez compliqué parce qu'il y a la question de diluer et tout ça. Mais il reste que ce que ça sert à mesurer, c'est le degré d'enthousiasme qu'un titre suscite à la bourse. Et combien de fois les profits, on est prêt à acheter ce titre-là. Donc, plus le bénéfice par action est élevé, plus le degré d'enthousiasme que ce titre-là peut représenter est élevé aussi. Par contre, à titre de personne en finance, c'est comme n'importe quel titre, je pense qu'en comptabilité, ils vous l'enseignent ici, c'est toujours important de mettre en relation un chiffre, un ratio avec un autre. Donc, il faut que tu compares le ratio, disons, là, que tu compares la Banque de Montréal avec la Banque Royale. Bien, tu vas comparer son ratio avec, tu vas comparer les deux ratios de ces deux compagnies-là. Mais ça va être aussi important de mesurer le ratio, de le comparer à travers le temps. Puis de dire, il était à combien le cours-bénéfice il y a 6 mois, il était à combien il y a 1 an, il était à combien il y a 2 ans. Puis s'il y a des différences importantes, que ce soit entre le cours de la Banque Royale et le cours de la Banque TD, j'ai dit tantôt, bien là, il faut essayer de comprendre pourquoi.
Puis, est-ce qu'il y a un titre qui est sous-évalué par rapport à l'autre? Puis, si le coût-bénéfice est très différent aujourd'hui par rapport à ce qui était il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, bien là aussi, il faut comprendre pourquoi il y a la COVID, etc. Mais ce qui joue aussi, puis là, je ne veux pas m'embarquer dans des choses trop techniques, mais le fait que les taux d'intérêt soient bas, ça aussi, ça ajoute à l'attrait des actions. Ça, c'est que les gens, ça c'est dangereux, mais les gens qui vont acheter des actions, pas tant en raison de leur mérite, mais presque par dépit. Tu sais, tantôt, je te disais, les taux d'intérêt sur des obligations, c'est à 1,5, 1,7 dans le meilleur des cas, puis dans des échéances très longues. Il y a des gens qui, face à ça, vont dire, bon, ben les obligations donnent si peu, on va se rabattre sur des actions. Mais ce n'est pas le meilleur argument pour acheter des actions. OK, je comprends. Et puis ça c'est un élément. Tu sais, les gens disent, ah, ben voyons, là, je peux acheter une action qui verse 5 de dividendes, puis les obligations donnent 1,5. Je vais tout vendre mes obligations, puis je vais acheter des actions. Bon, là, je caricature, mais c'est un peu ce qui se passe par moment, puis il faut être attentif à ça. Il faut comprendre pourquoi on achète un peu plus d'actions maintenant, mais c'est toute une question de dos. C'est toute une question là, de dosage. C'est là où la gestion de portefeuille, la diversification, c'est là où c'est important de garder le contrôle sur le portefeuille, puis pas laisser les événements dicter notre comportement et les décisions qu'on prend. OK. Dans le fond aussi, j'imagine, quand on a une stratégie avant une situation comme ça, c'est important de la conserver même quand une situation comme ça arrive, ou il y a des petits changements qu'on peut faire temporairement, mettons, pour peut-être tirer le plus possible l'avantage? Bien, ça, c'est un bon point. Tu sais, moi, je vois une nuance entre la stratégie et la tactique. La stratégie, c'est les grands principes, puis la tactique, bon, c'est en fonction des circonstances. Je te mentirais si j'avais vu venir qu'un jour, on aurait une pandémie comme on vit en ce moment. Tactiquement, par rapport à ça, oui, on a cherché à ajuster le tir quelque peu. Oh, évidemment, j'achète pas autant d'obligations que j'en ai déjà acheté dans le contexte, parce que, bon, c'est un concept, mais que les comptables, vous connaissez bien, c'est quand les taux d'intérêt sont bas, ça veut dire que les obligations sont à leur sommet en termes de prix. Donc, acheter une obligation qui donne 1,5 c'est de l'acheter très cher. Puis, une obligation qui donne 1,5 pendant 10 ans, bien, c'est plus risqué qu'on pense. Parce que si dans 4 ans, les taux montent droit, il n'y a pas grand monde qui va vouloir t'acheter ton obligation à 1,5 de rendement s'ils peuvent trouver partout ailleurs du 3 Donc, ça aussi, ça fait partie des choses qu'on doit enseigner aux clients pour qu'ils comprennent ce qui se passe dans le portefeuille, puis pour pas qu'on se laisse trop prendre là, au jeu, je dirais, tactique. Mais c'est vrai que j'ai surpondéré, au début de la pandémie, j'ai surpondéré certains titres dans le secteur de la consommation de base. Puis, ça, c'est un coup de chance, mais c'est un coup de chance parce que ça, c'était Kimberly-Clark. Kimberly-Clark, j'ai acheté ça. C'était un titre qui m'intéressait. C'est un titre, bon, Kimberly-Clark, là, ça va te faire rire, mais ils font du papier hygiénique et de l'essuie-tout. Alors, tu peux comprendre qu'au début de la pandémie, avec la folie là, autour de ça, c'est un titre qui se comportait mieux que d'autres. Mais c'est ça. Il y a des titres comme ça qu'il faut avoir en tête parce que les gens l'ont vu, ils ont continué de s'alimenter, ils ont continué de prendre soin de leur hygiène personnelle. Puis je pense qu'ils ont même décidé d'utiliser plus de produits de nettoyage parce que c'était une manière de se désennuyer. Mais il reste que dans le cas du papier hygiénique et tout ça, ben, c'est que les gens, ils l'ont stocké. Mais ils n'en ont pas consommé plus en tant que tel. Non, donc, effectivement. Puis le marché a réagi à ça, mais après un certain temps, ça finit par s'équilibrer. OK. Donc, puis, maintenant, si on passe un peu plus à ton parcours, est-ce que tu peux nous raconter, genre,
Qu'est-ce qui t'a mené vers la gestion de portefeuille? Ben moi, je suis un peu le mouton noir de la famille parce que je viens d'une famille où tout le monde est allé dans le domaine de la santé. Mhm. Et puis, ben moi, pour différentes raisons, quand j'étais intéressé par la question financière, il y avait des amis de mon père qui étaient là-dedans. Je trouvais ça intéressant, ce qu'ils faisaient. Puis, Mhm. je trouvais aussi que on touchait, puis d'ailleurs, je le constate bien maintenant. euh, oui, on fait du travail avec les individus, mais puis avec les clients, puis on fait de l'analyse de titres, mais je suis en partie payé pour lire le journal. Mais en fait, je devrais dire ça autrement, parce que des comptables, vous êtes rigoureux là-dessus. C'est plutôt payant pour moi de lire les journaux. OK. Moi, ça m'intéresse de suivre l'actualité. Moi, l'histoire, surtout l'histoire du 20e siècle à l'école, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis de pouvoir transposer cet intérêt-là dans le métier que je fais. Mhm. Je le réalisais peut-être moins à l'époque, c'était peut-être inconscient, mais c'est clair qu'aujourd'hui, je trouve ça intéressant de lire certaines revues, puis pouvoir en parler avec les clients, puis pouvoir appliquer ce que je lis dans le choix que je fais au niveau des titres, dans la composition des portefeuilles. Mhm. Donc moi, en fait, j'avais étudié je m'alignais comme le reste de ma famille. J'ai fait mon cégep en droit de la santé, puis ensuite, je suis allé au HEC. Mhm. Puis j'ai fait mes 3 ans au HEC. J'ai travaillé un certain temps. Puis ensuite, je suis retourné faire mon droit Mhm. à l'université parce que j'étais rentré assez jeune à l'université. Je suis allé à une école où on nous faisait sauter une année. OK. Donc, j'avais le sentiment que mon expérience universitaire, elle n'avait pas été satisfaisante. Je voulais compléter ça. J'aurais peut-être pu faire OK. une maîtrise, mais en fait, j'ai beaucoup aimé mes études en droit. Puis, il y a quand même pas mal d'aspects complémentaires. C'est sûr Mhm. qu'entre la comptabilité et la finance, il y a beaucoup plus de complémentarité entre les deux, parce qu'il y Ça a se beaucoup ressemble un de peu zones plus. Hein. communes. Mais en droit, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, Mhm. j'ai fait mon étude, j'ai fait mes 3 ans. En fait, j'ai même pu faire accréditer des cours de fiscalité puis certains cours du HEC. Et j'ai fait mon barreau, j'ai fait un stage avec un juge à la Cour supérieure. Ça, c'est pas la Cour suprême, hein, c'est la OK. Cour supérieure, c'est au Québec, mais ça m'a quand même amené à toucher un certain nombre Mhm. de dossiers, puis voir comment ça fonctionnait. Puis Mhm. ensuite, ma mère était pharmacienne avant. Donc, quand j'ai Mhm. commencé au HEC, elle venait de changer de carrière, elle venait de rentrer dans le courtage. Mhm. Et parce qu'elle trouvait qu'elle avait fait le tour de la profession en pharmacie. Et elle avait monté quelque chose d'intéressant, puis elle a décidé d'ouvrir une sous-succursale à l'extérieur du centre-ville. OK. Puis moi, je trouvais que c'était un projet intéressant. Puis j'avais aimé mes études en droit, mais je ne me voyais pas OK. plaider. Puis c'était plus les études qui m'avaient intéressé que la carrière de droit en tant que telle. OK. Et finalement, ça m'a amené à me joindre à elle. Puis vu qu'elle ouvrait une sous-succursale, ça commençait à cette époque-là. Mais je trouvais que c'était un projet intéressant parce qu'en Mhm. plus d'avoir la composante gestionnaire de portefeuille avec des clients, puis établir le lien de confiance, puis les Mhm. désensibiliser au marché boursier, comme je t'expliquais tantôt, ça me permettait aussi d'un peu nous partir une genre de petite entreprise. OK. C'est sûr que c'est dans le cadre de la financière Banque nationale. À Mhm. l'époque, ça s'appelait l'évêque Beaubien-Geoffrion. Comment? Mais comme vous l'avez peut-être appris, moi, j'avais fait un travail là-dessus au HEC. Il y a eu, à la fin des années 80, ce qu'on appelle le décloisonnement des institutions financières. OK. Mais Ça, comment ça ça s'appelait? le décloisonnement des institutions financières. Non, mais Donc là, le c'est parce que je nom. parle à un étudiant en comptabilité que je te parle de ça. C'est OK, pas, OK. je ne parle pas de ça avec tout le monde, mais c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les banques
ont une branche courtage, Oui, ont oui. une branche service bancaire, font de l'assurance et dans les sociétés ont des sociétés, des trusts, des sociétés de fiducie. Mais pendant un certain nombre d'années, puis c'est sous toute réserve, mais je pense que ça date des années 30, là. Okay. Il avait jugé mais ça c'est sous toute réserve, il avait jugé que c'était essentiel que chacune de ces activités-là soit séparée. OK. Mais donc, l'évêque Beaubien, dans ce mouvement-là, eux ont été achetés par la Banque nationale. OK. Puis, ils ont gardé ce nom-là un certain temps, mais ensuite, de manière à harmoniser le tout, c'est devenu la financière Banque nationale. OK. Donc, nous, on se retrouvait à être une équipe, ma mère et moi, avec des adjoints. Puis, en fait, c'est encore comme ça, sauf que là, j'ai un associé de plus, puis j'ai une adjointe qui a changé, mais il reste qu'on a pu monter notre petite affaire à l'extérieur du centre-ville. Puis, je pense que ça crée... Je pense pas que c'est pour tout le monde. Je pense qu'il y a des courtiers qui aiment beaucoup l'ambiance au centre-ville, d'être plusieurs sur le même étage, parce que c'est vrai que ça peut aider certains, mais moi, je trouve que c'est un milieu, je préférerais évoluer dans le contexte de sous-succursale. Puis là, il y a eu des exigences nouvelles en matière de formation continue. Ça, je pense qu'en comptabilité, c'est le cas aussi. C'est à peu près vrai dans toutes les professions maintenant. C'est vrai en droit, parce que moi, j'ai été membre du barreau jusqu'à il y a quelques années. Et je me suis dit, bon, tant qu'à faire de la formation continue, j'ai dit, je vais faire le CFA. Donc, je travaillais à temps plein. J'ai eu un enfant à peu près en même temps. Ben, ma femme a eu un enfant, évidemment. Et là, j'ai décidé de m'embarquer là-dedans parce que je me disais, c'est peut-être pas le cas aujourd'hui, mais probablement que dans 20-30 ans, il y aura plus de gens dans ma profession qui vont avoir le titre de CFA. Puis, j'ai pas envie de regretter de ne pas avoir essayé de le faire. Donc, c'est ça qui fait en sorte que, bon, j'ai fait quand même pas mal d'études dans ma vie, mais je ne regrette pas du tout d'avoir fait le CFA, même si dans sa forme, ça ressemble beaucoup à ce que vous faites en ce moment. C'est-à-dire que moi, j'ai tout pris ça par correspondance. Donc, rien en présentiel. Mais ce que j'aimais, c'est qu'à l'époque, c'était seulement une fois par année que l'examen était donné. Bien, tu avais un contrôle sur ton étude. Puis, je faisais ça le soir, je faisais ça la fin de semaine, dès que le bébé dormait. Et bon, c'est 3 examens sur 3 ans. Je pense maintenant que ça peut être fait plus vite parce que les examens sont donnés aux 6 mois. En tout cas, je ne connais plus les détails maintenant. Mais il reste que ça a été intéressant comme étude parce que justement, en plus, c'est comme n'importe quoi. Quand on est dans le domaine déjà, puis qu'on est à même de profiter de ce qu'on étudie, c'est d'autant plus motivant. Donc, j'ai fait ça en parallèle là, de ma job le jour. Et puis, ben écoute, ça me permet aussi, à titre de détenteur de CFA, de m'afficher comme gestionnaire de portefeuille. Ce n'est pas la seule manière, mais ça me permet de faire de la gestion discrétionnaire pour mes clients. Et j'ai même monté un genre de petit... chez nous, on appelle ça un panier de titres. C'est un genre de fonds d'investissement maison. OK. Et qui n'est pas permis à tous les... il faut avoir certaines certifications pour ça. Donc, il y a d'autres manières d'avoir ces certifications-là. Moi, je les ai eues avec le CFA. Puis l'avantage, c'est que ça ne me fermait pas des portes parce que c'est une formation qui est reconnue à travers le monde. Donc, puis après ça, ben, j'ai eu d'autres formations continues à faire, puis c'était variable. Il y avait des cours plus poussés que d'autres. Mais tu vois, bon, mon associé, lui, il a une maîtrise en fiscalité, mais il ne s'affiche pas en fiscaliste. Mais c'est un des rares fiscalistes qui n'est ni avocat, ni comptable. Mais il reste que, tu vois, ensemble, on va suivre une formation, un refresh en décembre, justement parce qu'il y a quand même plusieurs aspects
dans la loi fiscale qui touche notre travail. OK. Ça fait en sorte que quand on parle aux comptables de nos clients, ben, on arrive à mieux les suivre. OK. Puis, mettons qu'on regarde un CPA, tu sais, mettons par rapport à ce que tu fais en ce moment, qu'est-ce qu'un CPA peut faire puis ne pas faire, puis qu'est-ce qu'un CFA, ben, qu'est-ce qu'emmène le CFA par rapport au CPA, mettons, dans qu'est-ce que tu fais en ce moment? Bien, premièrement, le CPA, c'est un titre qui est hautement reconnu. Bon, je pense que l'examen est toujours très difficile à passer, puis ça demande beaucoup de travail. Je pense que je ne sais pas si c'est 2 années de stage qui sont exigées, ça donne une expérience de travail très pertinente à mes yeux, parce que ça vous amène à aller d'une entreprise à l'autre, au moins pour la partie audit, comment on dit ça? Vérification, c'est audit maintenant? Ouais, ou certification. Ouais, certification. Ouais. Donc, et je sais qu'il y a beaucoup de CPA qui ont décidé de devenir gestionnaire de portefeuille. Justement parce que, comme je te disais tantôt, le rôle de comptable, la comptabilité puis la finance, mais il y a des zones communes qui sont significatives. Puis d'ailleurs, pour les gens qui ont une formation de comptable, les études de CFA, elles sont plus simples parce qu'il y a une portion du curriculum qui est clairement des notions qu'ils ont vues soit dans le cadre de leur cours de comptabilité, soit dans des autres cours exigés dans le programme d'un BCom ou d'un BA. Mais ce qui est sûr, c'est que, bon, puis là, je ne suis pas un spécialiste là, en question de CPA, mais le rôle du comptable dans le domaine de certification ou d'audit, c'est de faire en sorte de donner une image juste de la situation financière d'une compagnie. Puis avec les états financiers, le bilan qui est comme une photo à une date précise, l'état des résultats qui fait état justement des résultats, des chiffres d'affaires, des dépenses durant l'année. Et c'est sûr que l'audit, c'est une composante essentielle dans tout le processus économique. Parce que c'est le fait que les compagnies doivent faire vérifier leurs états financiers par des professionnels indépendants qui permet à des gens comme moi de pouvoir interpréter les chiffres en ayant confiance que ces chiffres-là sont un juste reflet de la situation. Mais c'est là la différence. Excuse. Ah non, pas trop, tu peux. Bien, la différence, elle est là. C'est que en finance, en fonction de l'information que tu as aujourd'hui, projette dans l'avenir, tu essaies de prendre des décisions qui vont optimiser l'utilisation du capital. En comptabilité, ben, au moins la partie audit, ce qui est important, c'est de donner un juste reflet de la situation pour que, justement, le système fonctionne. C'est-à-dire que les résultats sortent, ils sont analysés et les investisseurs prennent des décisions informées. Il est imparfait, le système, il ne sera jamais parfait. Mais c'est une composante essentielle de toute cette roue-là. Donc, oui. On ne fait pas juste de l'audit non plus en comptabilité. Là. Non, on fait de la fiscalité. Oui, on fait de l'analyse financière aussi. L'analyse financière. Mais ça, l'analyse financière, c'est plus au sein de l'entreprise. Puis peut-être ça ressemble un peu plus à ce qu'on peut faire en finance. La fiscalité, c'est sûr que c'est là-dessus que moi, à titre de conseiller en placement, je suis plus appelé à collaborer avec les comptables fiscalistes. Puis, ben, c'est intéressant, mais c'est sûr que nous, là-dessus, on ne peut pas agir en tant que fiscaliste avec nos clients. On peut leur donner des idées, des pistes de réflexion, mais c'est évidemment toujours le comptable du client qui a le dernier mot sur ces choses-là, puis c'est important que ça reste comme ça. Au même titre que si le comptable du client se mettait à dire ben, achète des actions d'Amazon ou de ci, ça ne serait plus. Là. Exactement. Mais justement, mettons, quand je vais être CPA, est-ce que j'aurai le droit
d'arriver et de devenir gestionnaire de portefeuille? Je sais pas. Je pense pas, mais c'est possible parce que le CPA, c'est un titre qui ouvre plusieurs portes. OK. Alors, c'est possible. Mais il Puis, faudrait que j'aille chercher, je crois, certaines il y a en anglais, l'acronyme, c'est CSI, c'est OK. Canadian Security Institute. OK. Et là, tu as tout un cheminement. Quand je te disais que le CFA, c'est pas la seule manière pour être gestionnaire de portefeuille. Ça, c'est justement une manière d'aller chercher les certifications de gestionnaire de portefeuille. Mais ceci étant dit, pour être conseiller en placement, tu dois être inscrit auprès le nom de l'organisme échappe, mais tu dois être inscrit à titre de conseiller en placement. Puis tu dois suivre un cours qui est probablement moins difficile pour quelqu'un qui a un CPA que quelqu'un qui a un bac en horticulture. Mais mais tu as des cours que tu dois suivre. Tu as des cours, on dit un examen sur les normes, qui est une forme de cours de déontologie. Ça, peu importe les professions que tu vas choisir, des cours de déontologie, tu vas en faire. Puis pour le CFA aussi, c'est à peu près 10% du curriculum dans l'examen. Puis, mettons, on a l'option de faire planificateur financier par la suite, qui est comme une autre certification, si on veut. Oui. Est-ce que le rôle d'un planificateur financier et celui d'un gestionnaire de portefeuille, ça se ressemble un peu ou ce serait quoi les différences, mettons? Ça, tu poses une très bonne question parce que c'est vraiment une des zones floues dans tout le système. Théoriquement, un gestionnaire de portefeuille, c'est quelqu'un qui gère l'argent, c'est-à-dire à qui on confie de l'argent puis qui va essayer de le placer de la manière la plus performante entre des obligations, des actions puis d'autres types de produits financiers. Un planificateur financier, mais ce qu'il y a, c'est que tout le monde y touche d'une manière ou d'une autre. Des notaires qui peuvent s'afficher comme planificateurs financiers. Nous, on fait de la planification financière avec nos clients. Ça consiste à quoi? Bien, moi, je vais te parler de ce que nous, on fait. C'est peut-être différent de ce qu'un planificateur financier qui vient de la filière CPA ferait. Mais planificateur financier, grosso modo, on s'assoit avec nos clients. On leur dit, bon, ça, c'est ce que vous avez comme argent d'économiser. Parlez-nous de vos projets. Dites-nous, bon, quand est-ce que vous voulez prendre votre retraite? Est-ce que vous voulez acheter un chalet dans 5 ans? Est-ce que vous voulez acheter un bateau dans 3 ans? Est-ce que vous voulez avancer de l'argent à vos enfants, etc.? On essaie d'établir tous les objectifs. Ça, de toute manière, l'établissement des objectifs, on le clarifie dès le début quand on rencontre un client, parce qu'il faut toujours s'assurer que le portefeuille correspond aux besoins financiers, tant ceux à court, qui serait le bateau, moyen, le chalet, la retraite long terme. Mais en parallèle de ça, en faisant une planification financière, on voit en faisant un certain nombre d'hypothèses. Par exemple, on dit, bon, on va prendre un rendement. Souvent, en ce moment, les rendements qu'on utilise, c'est moins que 4 Ça, c'est l'Institut québécois de planification financière qui recommande qu'on prenne un rendement de moins de 4 pour un portefeuille équilibré en ce moment. Alors, ce n'est pas un taux si conservateur que ça, parce qu'ils tiennent compte de différents éléments. Puis là, tu vas me trouver, je reviens souvent sur la question, mais c'est que si tu bâtis un portefeuille avec des obligations qui donnent seulement 1,5 d'intérêt, forcément, ça va traîner la performance du portefeuille vers le bas. Puis, d'autre part, les marchés boursiers ayant pas connu de correction à ce jour en 2020, si on fait oui, ils ont baissé en mars, mais ils ont repris, etc., bien, il faut incorporer les risques de correction dans les prochaines années. Puis c'est pour ça que le rendement de 4 il n'est pas si pépère que ça. C'est ça, parce que dans le fond, on ne peut pas se dire, oui, mettons, peut-être que cette année et l'année prochaine, on va faire
plus que 4 % mais c'est s'il arrive, OK. Il y a des très mauvaises années, puis c'est sur des longues périodes. Puis, donc, et là, on fait des hypothèses sur le rendement, on fait des hypothèses sur la répartition du portefeuille, parce que ça va influer sur la fiscalité. Parce que je ne sais pas si tu as eu des cours de fiscalité jusqu'à maintenant. Oui. Bon, donc tu sais qu'un revenu d'intérêt, c'est imposé beaucoup plus lourdement qu'un revenu de dividende. Puis que le gain en capital, c'est beaucoup moins lourdement imposé qu'un revenu d'intérêt. Donc, il faut faire une hypothèse sur comment le portefeuille va être réparti pour qu'on sache quel impôt ça va représenter. Puis, il faut qu'on établisse, bon, quand est-ce que les gens vont prendre leur retraite, combien d'argent ils pensent qu'ils vont devoir avoir besoin pour maintenir leur train de vie, quel taux d'inflation il faut utiliser pour toute la période, puis on doit même trouver une date de décès. Puis on ne prend pas l'espérance de vie, parce qu'il faut s'assurer que, parce que le plus gros danger en planification financière, c'est de survivre à ses actifs. C'est-à-dire que tu arrives à 85 ans, puis tu as tout dépensé ton argent. Puis ce qu'il y a, c'est qu'on ne prend pas l'espérance de vie, parce que l'espérance de vie, tu as une chance sur 2 de la dépenser. Donc, on prend même un âge plus avancé pour que les probabilités de survivre à ses actifs soient de l'ordre de 25 % plutôt que 50 %. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire. On a des logiciels qui nous aident à faire ça. On a des services même qui nous supportent au niveau de la firme pour les planifications financières les plus complexes. Puis, j'ai des comptables qui le font aussi avec leurs clients. Puis, moi, personnellement, je trouve que même si un comptable ne veut pas faire de la planification financière le cœur de sa pratique, mais au bout de la ligne, le comptable, il travaille avec des chefs d'entreprise, des VP Finances, des VP ici, des VP ça, d'autres employés. Même dans le temps de Noël, il se fait poser des questions sur des questions financières. Donc, moi, je ne trouve pas ça superflu d'avoir une base de ce côté-là. Puis, il y a quand même beaucoup de comptables qui travaillent avec des particuliers ou des petites entreprises. Donc, le lien entre un comptable puis le détenteur du restaurant du coin, il n'est pas le même qu'entre le comptable qui fait la vérification d'une filiale de Pfizer au Québec. Donc, tu sais, il y a différentes dans la profession. Je suis sûrement une des personnes les moins bien placées pour vous parler de la différence de relation qu'un comptable peut avoir avec ses clients. Mais ça, je pense que c'est universellement reconnu. Tu viens de nous expliquer quand même assez bien là, la valeur ajoutée d'un gestionnaire de portefeuille ou d'un planificateur financier. Moi, ce que je me demandais, parce qu'on voit de plus en plus là, des FNB là, avec des vraiment faibles coûts là, de gestion. Puis, le gestionnaire de portefeuille, lui, c'est sûr qu'il amène vraiment toute une autre dynamique à comment il va gérer l'argent de ses clients, puis faire certaines prévisions et tout ça, planification. Mais c'est comment, mettons, que les gestionnaires de portefeuille s'adaptent à l'arrivée de tous ces FNB-là qui... Est-ce que ça rend la tâche plus difficile? Est-ce que c'est comme une nouvelle compétition? Bien, moi, en fait, je ne m'en cacherai pas, j'en fais usage des FNB, des fonds négociés en bourse. Parce que c'est une manière d'aller se positionner sur certains marchés à faible coût pour le client. Donc, moi, c'est un outil que je trouve intéressant en tant que tel. Maintenant, c'est sûr que ça peut représenter une menace pour nous auprès des investisseurs qui veulent gérer leur argent eux-mêmes. Puis, j'aime beaucoup mieux quand j'entends quelqu'un qui me dit « gère mon argent moi-même ». J'aime beaucoup mieux l'entendre me dire « j'ai investi dans tel FNB, tel autre FNB, puis tel autre FNB ». J'aime beaucoup mieux entendre ça que quelqu'un qui me dit « hey, c'est facile de négocier, aller en bourse ». Moi, j'ai commencé le 23 mars dernier, puis j'ai fait des rendements de 50 % en 6 mois. Ça m'inquiète plus.
Mais OK. pour l'investisseur qui veut gérer ses placements lui-même, ça démocratise l'accès à, je dirais, la gestion, l'autogestion des portefeuilles. Moi, j'en fais usage. J'utilise beaucoup les fonds négociés en bourse. Je les utilise, entre autres, pour les obligations corporatives. OK. Parce que, bon, tu sais qu'une compagnie, bon, elle peut aller chercher du financement de différentes manières, mais grosso modo, soit on lui prête de l'argent, soit on investit dans la compagnie. Puis ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, quand une compagnie émet des obligations pour attirer des investisseurs, elle doit offrir un rendement plus intéressant que ce que le gouvernement du Québec offre. Parce que sinon, n'importe quel investisseur va dire, bien, à rendement égal, je vais aller avec ce qu'il y a de moins risqué. Oui. Par contre, ce qui devient compliqué, c'est que quand tu veux diversifier un portefeuille d'obligations corporatives, ça peut être long. Puis il y a des obligations corporatives qui peuvent se comporter comme des actions quand la situation financière se détériore drôlement. OK. Parce que si une compagnie fait faillite, tu as beau avoir des obligations, tu as beau avoir des actions. À titre de détenteur d'obligations, tu passes avant les actionnaires. Ça, vous avez sûrement étudié ça dans vos cours. Mais tu sais, de passer en premier quand il reste presque rien et qu'il reste des miettes, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, par moment, ça peut être drôlement risqué d'acheter des obligations corporatives spécifiquement à un client. Parce que si la situation financière se détériore beaucoup, il peut être reproché de lui avoir donné un faux sentiment de sécurité en ayant présenté ça comme une obligation, mais par un émetteur beaucoup plus à risque. Dans les années 80, il y avait eu ça, là, puis ça avait planté sérieusement le concept des junk bonds. Oui. Je ne sais pas si c'est un nom que tu as déjà entendu. Oui, j'ai déjà entendu. Bon, mais les junk bonds, c'était des émetteurs qui avaient des cotes très faibles, mais qui donnaient des rendements beaucoup plus élevés. Et il y a des gens qui vendaient ça comme si ça offrait la même garantie que des obligations gouvernementales. Donc, les gens voyaient ça comme de l'argent facile à faire. Puis, bon, on connaît la suite. Alors, oui, les fonds pour les obligations corporatives, je le fais, mais je le fais aussi pour investir dans certains marchés, des marchés émergents. L'autre fois, j'avais un client qui voulait aller investir au Vietnam. Bien, il y a des FNB qui se vendent. Puis, moi, je te dirais qu'il y a peu de mes portefeuilles qui n'ont pas de FNB actuellement. C'est une question de dosage. Mais il y a une réserve, par contre, que j'amènerais. Puis ça a déjà été plus vrai à l'époque que maintenant, mais tu vas peut-être trouver ça intéressant. C'est que les FNB, si tu prends la bourse de Toronto ou le S&P 500, tu achètes le marché ni plus ni moins. Donc, le gestionnaire, il n'y a pas de gestionnaire qui se mouille. La seule chose, c'est qu'il y a des frais beaucoup plus faibles pour s'assurer qu'on est bien aligné sur le marché. Mais acheter le marché, c'est le prendre avec toute son irrationalité et son inactivité. Ça, je te l'ai dit tantôt. Puis, s'il y a une preuve qu'on n'interprète pas de manière optimale l'information, c'est que par moment, les marchés se mettent à monter de manière folle, puis ils peuvent descendre de manière dramatique aussi. Et d'acheter le marché, ce n'est pas toujours garant de moins de volatilité que si tu sélectionnes des titres spécifiques. Puis, par exemple, bon, tu es jeune, donc en 2000, tu n'étais pas un investisseur très, très averti, j'imagine, mais en 2000, si tu achetais la bourse de Toronto, la bourse de Toronto, ça représentait, Nortel représentait à un moment donné 35 de la bourse de Toronto. Quand même. Puis je pense que Nokia en Finlande, Nokia, plus personne, on parle moins de ça maintenant, mais à l'époque, c'était très gros. Ça représentait facilement plus que 50 Puis Ericsson en Suède aussi. Tellement que moi, j'avais peur d'acheter du Nortel pour différentes raisons. Et on avait eu l'idée de dire aux clients, mais regardez, on va vous acheter l'indice canadien,
Mhm. Il y a 40 dans Nortel. Puis, on est plus à l'aise d'acheter ça. Mais quelqu'un qui aurait acheté le marché, l'indice, le TSX, à l'époque, on l'appelait le TSE, mais le TSX, là, ben, est-ce qu'il y aurait eu un portefeuille si diversifié que ça, avec 40 en Nortel? Je pense que de poser la question, c'est y répondre. Puis, aujourd'hui, si on regarde avec, bon, le GAFA, là, Google, Apple, Facebook, Netflix, je ne me souviens plus de l'acronyme, je pensais d'être devant les caméras, mais il reste qu'ils ont une place prépondérante sur les indices en ce moment. Okay. Mais est-ce que ces titres-là sont justement évalués? Est-ce qu'ils ne sont pas surévalués par moment? Oui, c'est certain que par moment, ils sont surévalués. Parce que, tu sais, en 99, je peux te dire, pour moi, ça a été une période difficile parce qu'il y avait énormément de titres qui montaient de manière spectaculaire. Et si tu n'étais pas dans le secteur de la haute technologie, il y avait à peu près rien qui montait. Et en mars 2000, le dégonflement de la bulle a commencé. Puis incidemment, Nortel, ça s'est fait un peu plus tard, mais en plus, il y a eu d'autres facteurs qui ont joué à faire chuter le titre davantage. Mais il reste que, fondamentalement, les investisseurs, il n'y avait pas tort de dire que Internet, c'est un phénomène majeur et que ça représentait un potentiel. Parce que quand on regarde aujourd'hui, l'impact, il est immense. Jusqu'au niveau du prix, que tu parlais de ratio tantôt, il y avait c'était même pas des ratios court-bénéfice, parce que les compagnies ne faisaient pas des bénéfices, c'était court-vente. Oui, parce qu'il était à perte pendant parce qu'il y avait des pertes, donc on ne pouvait pas, tu sais, si tu mets n'importe quoi divisé par 0, ça fait infini. Donc, là, c'était sur les ventes. Donc, c'était hallucinant, les ratios. Puis, les titres se négociaient à des prix de fou, mais au rétrospectoscope, on doit bien reconnaître aujourd'hui qu'il y avait raison de voir le phénomène Internet comme quelque chose de majeur dans nos vies. C'est juste une question de timing. Puis on pourrait dire la même chose sur le pétrole à un moment donné. Et il arrive que par moment, le marché dans son ensemble se trompe. J'oublierai pas ça, mais ça m'avait marqué, mais en 98, The Economist, qui n'est pas la revue là, la plus superficielle là, dans le domaine, le baril du pétrole était à 11 $. Puis, il y avait un article qui disait il risque de tomber jusqu'à 5. Puis, il expliquait que, bon, il y a la consommation mondiale n'était pas si forte que ça, puis qu'il y avait des nouvelles réserves et tout ça. Et puis, 1 an plus tard, le prix du baril était remonté à 20. Ça ne peut pas te sembler bien extraordinaire, mais de passer de 10 à 20, c'est quand même 100%, ou 11 à 20, peu importe. Là, Puis, sur la page couverture, il y avait écrit « We were wrong ». The Economist, mais pas seulement The Economist. Beaucoup d'analystes, voyant le prix du pétrole à 11, ils n'avaient pas dit aux investisseurs hey, « c'est le temps d'en acheter, puis c'est le temps d'ici et de ça ». Les gens voyaient une tendance à la baisse, puis ils pensaient qu'elle allait se maintenir. Donc, d'acheter le marché, ce n'est pas nécessairement réduire sa volatilité, puis les crashs qu'on a pu connaître dans le passé montrent que le marché n'a pas toujours raison. Et l'autre chose, puis bon, il y a une autre menace maintenant, c'est les robots conseillers. Je ne sais pas si tu avais en tête de me parler de ça, mais puis ça répond peut-être plus à la question des robots conseillers que des FNB. Mais moi, je pense que ça, j'ai de la misère à faire confiance à ça, justement. Écoute, les robots. Ce qu'il y a, c'est que les indices sur des périodes longues, tu ne te trompes pas vraiment si tu achètes un indice.
Ben, à moins d'acheter des indices hyper spécialisés qui risquent de tomber à zéro, là. Mais tu sais, pour que la bourse de Toronto tombe à zéro, il faudrait vraiment des circonstances particulières. Puis je pense qu'on se ramasserait tous dans des cabanes en bois rond dans le nord, là, si c'était le cas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à long terme, d'acheter des indices, si on est capable de tolérer les fluctuations, je pense que ça peut tout à fait fonctionner. Mais le problème, c'est, si je reviens à ce qu'on se disait au début, la question des émotions, c'est comment les gens vont réagir. Tu sais, si on dit, puis moi, je l'ai pas lu, là, mais je le constate, c'est que les gens, ils vont évaluer le rendement de leur portefeuille de manière différente quand ils baissent puis quand ils montent. Quand ils montent, ils vont évaluer ça en pourcentage, souvent. Mais quand ils baissent, ils vivent en argent, en valeur absolue. Okay. Donc, si tu as un portefeuille d'1 million qui augmente de 5 %, ça va. Mais s'il y a quelqu'un qui se ramasse avec un portefeuille d'1 million du jour au lendemain, parce qu'il a gagné ça à l'auto, il en a hérité, bien, 5 % d'1 million, c'est 50 000 $. Mais la personne va dire, « Aïe, j'ai perdu 50 000 $ cette année. C'est une année de salaire ou peu importe. » Les gens vont être beaucoup plus émotifs face à cette baisse-là. Puis qu'est-ce qui arrive? Quels sont mes recours, moi, en tant que gestionnaire de portefeuille, quand je sens qu'un client est inquiet? Je peux essayer de lui expliquer, mais s'il est inquiet au point tel qu'il n'écoute plus mes explications ou qu'il veut poser un geste pour réduire la volatilité, bien, ça va être de vendre des actions à l'heure creux, parce que c'est rare qu'un client va t'appeler en panique parce que son portefeuille a augmenté. C'est justement en partie pour ça que, comme j'expliquais tantôt, même si ça n'a aucun fondement rationnel, les gens ont tendance à acheter les actions au sommet puis à les vendre à leur creux. Puis c'est en ça que, tu sais, le concept de tolérance au risque, c'est si important. Parce que si tu exposes un client à plus de risques qu'il est capable d'en prendre, ben il risque de t'appeler au pire moment pour te dire « Hey, je veux vendre ». Puis moi, en même temps, t'as pas si vraiment il veut vendre, j'imagine que tu n'as pas le choix de l'écouter. J'ai pas le choix de l'écouter parce que à moins de faire une gestion discrétionnaire de ses actifs. Mais si ce n'est pas une gestion discrétionnaire, oui, il faut que je donne suite à ça. Puis regarde, si disons le 23 mars, les portefeuilles, là, je pense aujourd'hui, j'ai un portefeuille qui avait baissé de 10 %. Mais disons là, que le client est à 100 % en action, il a perdu 25 %. Comment le 23 mars, j'aurais pu lui dire on a atteint le creux? On le sait après que c'est le creux le 23 mars. Puis si après une baisse de 25 %, je lui dis non, vendez pas, c'est correct. Puis que le portefeuille baisse d'un autre 10 % après, bien, il risque d'être encore plus en panique. Donc, je ne vends pas à chaque fois que le client me dit je veux vendre. Mais il vient un temps où, si on réalise qu'on a mal évalué la tolérance au risque du client, bien, il faut ajuster ça tout de suite. Parce que sinon, le problème fait juste s'accentuer si les marchés continuent de baisser. Puis, moi, je pense, je ne l'ai jamais lu, mais ça fait 25 ans que je fais ce métier-là à peu près. Il y a aussi la tolérance au risque du conseiller en placement. Moi, vis-à-vis des marchés, je ne suis pas prêt. Moi, ce n'est pas mon argent, c'est l'argent des autres. Je sais que mon jugement, il risque d'être affecté si je vois que les marchés ont baissé plus que ce que j'avais en tête, puis ce que j'avais laissé entendre aux clients. Puis, bon, oui, c'est un facteur extraordinaire, la COVID, mais c'est justement parce qu'on navigue dans des eaux inconnues quand on est en finance que c'est utile, à mes yeux, pour un client, du moins pour ceux qui n'ont pas la confiance de faire ça eux-mêmes, d'avoir
quelqu'un qui est, en anglais, on dit accountable, Oui. qui doit rendre compte de la gestion, puis qui doit dire, oui, on a pris telle décision, mais puis de pouvoir parler avec quelqu'un, puis de parler avec son gestionnaire de portefeuille. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est important. Ils ne s'attendent pas, on n'a pas une obligation de résultat. Tu sais, en droit, c'est un concept important. Oui. Les obligations de résultat versus moyen. Je ne peux pas garantir un résultat de 8 par année. Non, ça c'est sûr. Mais je peux garantir que la manière que je gère mes portefeuilles, la politique de placement qu'on établit ensemble, bien ça, je peux m'engager à la respecter. Puis si je ne le fais pas, si je n'écoute pas le client quand il me fait part de son profil et de ses préférences, bien là, c'est sûr que je m'expose à le décevoir, puis à des poursuites dans les cas plus difficiles. Je n'ai pas connu ça, mais c'est sûr qu'il faut être attentif à ça quand on fait ce métier-là. OK, mais c'est super. Mais le robot conseiller, ça répond à bien des besoins. Puis je pense que dans certains cas, ça permet une gestion moins dispendieuse pour certains types de clients. Mais en même temps, moi, je dirais à mes amis qui veulent faire ça, bien, montre-moi comment ça fonctionne, puis on va en parler entre amis. Mais mettons, toi, en ce moment, je pense que vous avez beaucoup baissé les frais. Ça se peut-tu? Les frais, ils ont été baissés de différentes manières. Mm-hmm. Je pense qu'ils étaient excessifs aussi. OK. Mais là, dans bien des cas, de plus en plus, ce qui est à l'avant-plan, c'est la transparence des frais. OK. Parce que, il y a eu différents abus. Il y a des histoires de crash financier qui ébranlent la confiance des investisseurs, mais tu sais, les histoires de... j'ai même oublié le nom, là, c'est Norbourg. Ça dit-tu quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Norbourg, c'est des fonds où les investisseurs ont pratiquement tout perdu. Il y a eu même d'autres histoires comme ça de ce genre-là. Il y a eu un vrai resserrement dans l'industrie pour maintenir la confiance du public. Parce que c'est ça qui est à la base de la relation entre le client et son conseiller en placement. Et donc, oui, la transparence, c'est-à-dire mettre clairement sur papier quels sont les coûts associés à la gestion du portefeuille, bien, ça, c'est facile à évaluer puis à comparer pour le consommateur client. Puis moi, je pense que c'est important que ça soit clairement mis de l'avant pour que le client consommateur soit à même de comparer d'une offre à une autre là, de conseiller ou d'institution financière. Mais c'est sûr que c'est des enjeux importants. C'est ça. Mais je me souviens, tu m'avais déjà parlé d'une stratégie, je pense que tu disais avec les obligations, je crois, municipales, de manière à ce que ça coûte moins cher en frais de transaction aussi. Ça se peut-tu? Ah, écoute, on s'était parlé... Écoute, ce que je t'ai peut-être parlé, ce dont on a peut-être parlé, c'est de la gestion active des obligations. Okay. Est-ce que c'est ça? Oui, ça se pourrait. Parce que la gestion active des obligations, ça consiste à aller chercher à obtenir un rendement plus intéressant que seulement les intérêts sur les obligations. OK. Puis là, bon, je sais que vous êtes des comptables en devenir, donc je reviens encore avec la question des taux d'intérêt. C'est que tu essaies de vendre des obligations en générant du gain en capital. Okay. Tu peux générer du gain en capital si, bon, par exemple, tu achètes une obligation pour 10 ans qui va te donner, je dirais, 3 %. Puis si au bout d'un an, les taux d'intérêt baissent à 2, puis tu la vends, bien, tu vas la vendre à prime. Parce que tu offres un rendement plus élevé que ce que le marché offre. Par contre, si les taux d'intérêt montent, tu la vends à escompte. Mais si tu arrives à bien planifier le coût, puis nous, on a un département qui s'occupe de ça chez nous, comme dans toute institution financière,
il y a une manière de bonifier le rendement des obligations en étant actif et en générant du gain en capital. Mais le gain en capital, il n'est pas garanti de la même manière que ton intérêt sur ton obligation. Mais c'est ce qu'on appelle la gestion active sur les obligations. Mais pour les obligations municipales, ça, c'est autre chose. Les obligations municipales, vu que c'est moins liquide aux yeux des investisseurs étrangers, entre autres, parce que, tu sais, un Japonais va connaître le Canada, il va connaître le Québec, mais ça se peut qu'ils connaissent moins Thetford Mines ou Saint-Paul. Donc, à ce moment-là, c'est là les obligations pour convaincre des investisseurs, les municipalités, pardon, pour convaincre des investisseurs d'acheter des obligations municipales. Celles-ci doivent offrir des rendements un peu plus élevés. Donc, ça aussi, c'est une manière de bonifier un peu le rendement. OK. C'est bien. Mais OK, super. Donc, dans le fond, pour résumer un peu, en tant que gestionnaire de portefeuille, c'est le service que tu offres. Tu n'es pas trop inquiet, là, dans le fond, dans l'avenir de comment ça s'en vient. Tu sais, c'est quand même, comment dire, c'est dur à remplacer, dans le fond, là. Tout ce qui est conseil, gestion des émotions, puis tout ça. Tu sais, ben, écoute, moi, je crois que j'ai encore un rôle, puis je pense qu'on amène un service pour certains types de personnes. Mais tu sais, comme n'importe qui en affaires, il ne faut pas prendre grand-chose pour acquis, puis surtout pas ses clients pour acquis. Il faut être attentif à comment les choses évoluent. Puis là, justement, ben, un robot conseiller, il est peut-être plus limité à saisir l'émotion d'un client. Il est peut-être moins appelé à parler d'autres sujets avec ses clients aussi. Tu sais, moi, ça peut sembler anodin, mais avec le prix le prix des maisons qui a monté énormément, l'accès à la propriété il est plus difficile qu'il l'était il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc, j'ai un certain nombre de personnes qui me consultent pour voir quelle somme ils pourraient avancer à leurs enfants pour les aider à accéder à la propriété. Puis, c'est pas juste le montant. Des fois, c'est même dans la manière. Parce que c'est délicat d'avancer de l'argent à ton enfant quand il est en couple avec quelqu'un d'autre. Puis si la personne avec qui il est vient d'une famille qui a moins d'argent, ben, ça peut être délicat aussi. Puis ça touche même ces questions-là par moment. Puis je ne suis pas certain que le robot peut pas... de mon travail est utile. Parce que comme dans ça, comme dans toute autre chose, il y a beaucoup de zones grises, puis il n'y a pas de réponse unique. Puis c'est souvent eux-mêmes qui trouvent la manière. Mais d'en discuter ouvertement avec quelqu'un de neutre. Mais oui, c'est ça. Dans le fond, le robot, il y a une grande partie qui n'est pas capable de faire. Mais je crois aussi qu'il y a surtout l'aspect confiance. Tu sais, mettons, comme je te disais tantôt, moi, je me verrais pas. Je suis pas encore à l'aise à me faire conseiller par un robot. Tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens que c'est le cas aussi. Écoute, c'est gentil et c'est rassurant pour moi d'entendre ça. Mais ça, en même temps, je vais me faire l'avocat du diable. Les robots conseillers, les FNB, ça coûte moins cher. OK. Mais c'est moins personnalisé comme service aussi. C'est moins personnalisé, mais ça coûte moins cher. OK. Mais on parle-tu d'une grosse différence? Est-ce que c'est tant que ça? Je pense que oui. Je ne pourrais pas te la dire, mais je pense que oui. OK. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a peu de gestionnaires qui arrivent à battre les indices à long terme. Donc, aux yeux de certaines personnes, oui, c'est une alternative qui est intéressante. Moi, ce que je te dis, c'est que oui, les indices sur une période prolongée, ça donne des rendements très intéressants, mais c'est dans les hauts et les bas que ça se joue par moment. Puis si dans les hauts et les bas, les clients vivent des situations difficiles ou ils perdent un emploi ou en tout cas ils se séparent, peu importe, bien à ce moment-là, ils ont peut-être besoin d'accompagnement et d'un interlocuteur
les connaît, avec lesquels ils peuvent parler ouvertement pour planifier la suite des choses. OK. Oui, Parce qu'avec nos clients, on ne fait pas juste la gestion de portefeuille, on fait la gestion du patrimoine dans son ensemble. Mais écoute, l'avenir nous le dira si on est tous remplacés par des robots, mais tu sais, ils parlent d'intelligence artificielle en médecine aussi. Ah ouais. Ils parlent de diagnostic psychiatrique aussi par intelligence artificielle. Ça s'en C'est vient pas partout. pas tout à fait au point. Mais c'est sûr qu'à travers tout ça, les progrès technologiques, Même en comptabilité, c'est en partout. comptabilité, c'est ça, on ne peut pas en faire abstraction complètement. Puis je pense qu'il faut aller chercher ce qui est positif dans tout ça. Je ne sais plus c'était quoi, je pense en cardiologie, il y a des opérations au cœur qui sont beaucoup moins intrusives qu'avant. Oui. Mais je Moi, pense je ne suis pas aussi. cardiologue, là, mais Non. c'est hallucinant. C'est hallucinant ce qui peut être sauvé. Il parlait aussi, à un moment donné, je pense que c'est plus en radiologie, que l'intelligence artificielle était capable de reconnaître plus de nuances que l'œil humain. Fait, était capable d'être plus précise parfois là, pour reconnaître des. Oui, mais tu vois, c'est tumeurs, drôle que tu dises ça parce qu'il y a un radiologue qui me disait que, puis ça change là, à une vitesse phénoménale. D'une semaine à l'autre, c'est impressionnant. Oui. Mais que par moment, pour l'instant, les programmes d'intelligence artificielle en radiologie, ils pouvaient déceler des nuances à peine perceptibles pour des radiologues d'expérience. Par contre, ça pouvait faire une erreur qu'un étudiant de première année en médecine n'aurait jamais fait. OK, ouais. C'est ça le problème avec le concept d'intelligence artificielle. On le sait tous. Donc, à partir de quand on va être vraiment en confiance pour dire, bon, ben ça, on confie ça à des robots complètement, ça va peut-être venir un jour. Mais pour l'instant, il y a quand même des besoins à servir. C'est comme l'auto intelligente. Dans la neige, ça a ses limites. C'est vrai. Il y a une réflexion à faire de ce côté-là. Peut-être que ça... Ça, encore là, il y a tellement de réflexions à faire à ce niveau-là avec, justement, là, il y en a qui parlent beaucoup des camionneurs aussi, que ça va s'en venir comme ça. Tu sais, à quel point les emplois vont se faire remplacer. Il y a toutes sortes d'inquiétudes par rapport à ça, je crois qu'on peut avoir, là, mais... Ouais. Alors, ben écoute, là, je ne sais pas si on vient de parler de choses qui sont trop, tu sais, que je ne connais pas assez, là, mais c'est sûr, c'est intéressant de parler de ça, là, parce que... Ben oui. Mais c'est ça, c'est parce que jusqu'à un certain point, on a tous peur d'être remplacés par des robots, mais en même temps, on a tous peur d'être servis seulement par des robots. Donc, est-ce qu'on va vivre ça? Je ne sais pas. Mais, tu sais, je pense que si on fait notre travail honnêtement, puis qu'on essaie de donner une valeur ajoutée aux gens, que ce soit dans n'importe quel domaine, je pense qu'on se protège. Mais c'est sûr que quand on regarde un métier comme, tu sais, rénovateur, non, mais, quand est-ce qu'on va pouvoir remplacer les rénovateurs par des robots? Je pense qu'ils sont moins menacés que nous. Les coiffeurs, les plombiers, il y a plein, tu sais, en droit même, là, c'est pas la robotisation, là, mais on n'est pas dans l'intelligence artificielle, mais il y a beaucoup de services juridiques qui sont offerts à partir de l'Inde. Ça crée une menace. OK. Oui. Donc, il faut être conscient de ça. Alors, mais moi, je pense que si on fait un métier en servant de sa tête, puis qu'on reste à jour dans ce qu'il faut étudier puis connaître, puis qu'on reste à l'écoute de ses clients, moi, je pense qu'il y aura toujours un avenir pour ça, mais il faut rester attentif aux changements qu'on vit. Puis, je ne regarde pas de haut les robots conseillers. Je pense que ça peut même couvrir les besoins d'une partie de la population aussi. Puis je me dis, des fois, c'est peut-être pas mauvais pour commencer de voir comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'un robot conseiller me proposerait comme
portefeuille en fonction des données que j'y ai fournies. Puis, c'est peut-être une manière intéressante de s'initier à la gestion de portefeuille. Mm-hmm. OK. Ah, ben, merci beaucoup, Pierre-Jean. En tout cas, pour vrai, c'est de bonnes opinions, puis toute une belle expérience. Ça a été vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu en penses comme première expérience de podcast? Ben, je trouve ça intéressant. On va voir ce que ça donne au montage. Ah ouais. Ben, moi, j'ai trouvé ça intéressant, en tout cas. Mais ça m'a fait plaisir, puis c'était des bonnes questions. Je pense que ça me touche et j'ai l'impression que tu t'es informé sur mon domaine, puis tu as fait des recherches intéressantes. Alors, ben, écoute. On aurait pu parler encore longtemps. Oui. Ben, je te souhaite, je trouve que c'est une belle initiative. Puis, oui, je t'encourage à continuer. Puis, merci. J'apprécie beaucoup l'expérience. Une bonne écoute. Ah, super. Merci à nos partenaires Hardy Normand et Associés, Gourou, Deloitte et Demerson Bourg.